Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci Jean-Paul, bonjour à tous. C'est vrai que c'est difficile de battre ce beau week-end avec ce soleil assez incroyable, mais merci à vous d'être venus voir ce film, de découvrir ce premier film. C'est pour ça qu'il a été récompensé par la Caméra d'Or à Cannes. C'est un premier long métrage de fiction qui a été signé à quatre mains, tourné à quatre mains par deux jeunes réalisatrices. L'une est actrice, enfin était actrice auparavant, elle l'est toujours, elle s'appelle Riley Keough. Pardon pour mon accent américain qui est assez relatif. La seconde s'appelle Gina Gamel, elle était productrice, et elles se sont associées toutes les deux pour tourner ce film qui remonte à une rencontre qui a eu lieu pendant le tournage d'un autre film qui s'appelait American Honey, un film d'Andrea Arnold, qui doit dater de 2017, je crois, 2017 ou 2018. Un film qui a été tourné à proximité d'une réserve indienne, la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, où vivent, dans un espace réservé, les tribus Lakota. Et ce film American Honey recrutait beaucoup de jeunes de la région, et il y a justement deux jeunes Amérindiens de la réserve qui sont venus, qui ont fait partie de la figuration du film, et que Riley Keough, l'une des deux du binôme, a rencontré. Elle les a rencontrés et ils sont tous associés, tout ce petit monde, cette fois à 4 personnes, ont écrit le film ensemble sur la réserve de Pine Ridge, sur la vie des autochtones, des Américains natifs, comme on dit là-bas, avec justement deux représentants de cette communauté qui ont participé à l'écriture du scénario. Le tournage a eu lieu dans la réserve et c'est un film sur deux parcours de jeunes personnages dont l'un et l'autre se tiennent d'un côté ou de l'autre de l'adolescence. Il y en a un qui a plutôt 20 ans, qu'on va découvrir comme ça, un peu pris par des problèmes d'argent. Un deuxième qui est plus jeune, qui est un jeune garçon. Et le film s'amuse, enfin en tout cas s'occupe à retracer leur parcours croisé, à regarder un petit peu leurs évolutions au sein de cette réserve. Et l'enjeu du film, ça va être de dépeindre un peu le mode de vie dans cet espace-là, avec en filigrane tout l'imaginaire aussi des grands espaces, de l'origine du mythe américain, et aussi quelque part le présent, le contemporain, c'est-à-dire l'état réel de cette réserve qui est complètement abandonnée par les pouvoirs publics, qui est dans un état de délabrement assez avancé et où les moyens de survie sont assez dramatiques pour toutes les familles qui vivent là et qui sont complètement démantelées, explosées, où les foyers ont tous éclaté, où les gosses sont élevés par un peu tout le monde et un peu personne aussi en même temps, et où il y a comme ça une espèce de constat assez terrible. Mais la force du film, ça va être à la fois d'allier une espèce de puissance d'imaginaire, d'élan, de désir d'émancipation comme ça qui traverse les deux personnages, et puis un petit peu toute la galerie de portraits qui les entourent. Et le film est très riche en personnages secondaires, vous allez le voir. D'essayer de lier à la fois l'impulsion personnelle à un tableau d'une réalité qui est très ambivalent. Jamais le film ne se fait capter dans un constat noir, terrible, qui serait comme ça plaqué sur le spectateur. Pas du tout. Il y a toujours une façon de se tirer vers le haut, de justement allier le tragique avec tout un panel multiple de possibilités et d'ouverture. Et ce qui est très intéressant dans ce film-là, c'est à la fois l'inspiration qui peut venir d'un cinéaste que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Terrence Malick, par exemple, qui a
voilà, lui aussi filmé une certaine illumination du territoire américain, qui a montré aussi une sorte de geste de primitive et d'espèce de foi comme ça américaine primitive qui était assez remarquable. Ici, on sent que ce cinéma-là innerve beaucoup la façon dont les choses sont racontées. Et puis, un tableau à la fois lucide, jamais misérabiliste, un regard acéré mais pertinent sur ces vies amérindiennes, sur l'état de cette jeunesse qui essaie de se trouver et c'est décrit, la réserve est décrite aussi comme une forme d'enceinte, un endroit où voilà, il y a des limites très fortes, très marquées, très délimitées et dont on ne peut pas sortir aussi facilement. Et c'est voilà, toute l'ampleur de cette situation. Qu'est-ce que c'est qu'une réserve? Quelle histoire ça implique? Quel aussi refoulé historique il y a derrière tout ça, évidemment on en reparlera après, mais il y a bien sûr une situation presque de ségrégation aussi qui se joue là-dedans. Enfin voilà, le film réunit une multiplicité de dimensions à travers une mise en scène qui est, elle, très libre, très aérienne, avec des élans comme ça assez remarquables. Et une écriture, elle aussi, qui arrive à inventer comme ça un portrait croisé de deux personnages assez uniques dans le cinéma américain d'aujourd'hui. On peut le dire, le cinéma américain est aujourd'hui assez écrasé comme ça par des grosses productions assez puériles. D'un côté, un cinéma indépendant qui, lui... est beaucoup dans le suivisme et reproduit aussi, n'a pas beaucoup d'originalité forcément. Et ce film qu'on avait découvert l'année dernière au Festival de Cannes, qui est reparti primé, retrouve comme ça une certaine essence du cinéma indépendant, de ce contre-modèle hollywoodien qui autorise un regard, je dirais pas ethnographique, mais à la fois documenté et riche en imaginaire sur la situation qui est considérée ici. Donc je propose qu'on le regarde ensemble et puis que pour tous ceux qui le souhaitent, nous en discutions à la fin de la séance, autour d'une discussion, d'un débat tous ensemble. Voilà, je vous souhaite un bon film et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, c'était donc Warpony qu'on a pu découvrir tous ensemble. Est venu le moment d'en discuter. Je vais vous proposer une lecture du film et puis ensuite, n'hésitez pas à intervenir par la suite. Je commence. Alors, voilà, déjà par rappeler que c'est un film américain qui appartient, je dirais, à la veine indépendante du cinéma américain, le cinéma indépendant qui offre un contre-modèle à Hollywood, dont l'ambition est non pas, je dirais, de proposer un divertissement au grand public, au plus grand public, mais de saisir une réalité, de s'inscrire dans un certain milieu social, de représenter comme ça une communauté. Le film réunit plusieurs prérogatives du cinéma indépendant. Il s'inscrit dans certains de ses schémas aussi. Il en reprend même parfois quelques tics, pourquoi pas. Il y a aussi certains traits qui font très cinéma indépendant, ce cinéma qui chaque année se retrouve dans un festival qui a lieu en début d'année, au mois de février à Salt Lake City, qui est le festival de Sundance, où il y a un certain label comme ça, très reconnaissable de ce type de film qui essaye de creuser, d'inventer des voies qui seraient des contre-propositions à Hollywood, une autre forme de cinéma américain. Et ici on en a un exemple assez frappant, assez original, qui arrive, je trouve,
a renversé pas mal d'attendus, ne serait-ce que d'abord dans la représentation des Amérindiens, hein, qui n'est pas si fréquente que ça dans le cinéma américain, même moderne, dans le sens où on va contre des décennies de représentation qui étaient souvent secondaires, périphériques, folkloriques, etc., sans compter sur l'histoire du cinéma classique qui... le cinéma américain a été... le Hollywood classique a été construit par et pour le public majoritaire, et... l'image que les westerns, par exemple, le genre western où la fiction hollywoodienne a véhiculé des Indiens a parfois été assez catastrophique avant des récupérations, des nuances. Hein. Tout n'a pas été complètement uniforme non plus, mais entre le mythe du bon sauvage qui était véhiculé par le western et... les attaques d'Indiens sur les gentils et valeureux cow-boys, etc. On revient de loin quand même, et ce film arrive un peu au terme de toute une histoire qui est passée par bien des remous dans la représentation de ces populations. Et il est assez intéressant. C'est pas le premier du genre, parce que il y avait eu dans les années 60, en 61, je crois, un film qui s'appelait The Exiles de Kent Mackenzie, qui était le premier film américain, indépendant encore une fois, avec un casting entièrement composé d'autochtones, d'Amérindiens. Ici, c'est le cas aussi. Il y a au départ une volonté, un parti pris, je dirais entre guillemets, parce que le terme n'est pas complètement approprié, mais je dirais ethnographique. Un parti pris ethnographique, c'est-à-dire de montrer les conditions de vie des habitants de cette réserve de Pine Ridge, avec ces habitants qui jouent grosso modo leur propre rôle, et le récit est tourné in situ, c'est-à-dire sur les lieux mêmes de la réserve, avec les populations qui servent d'acteurs. Ici, tous les acteurs du film, y compris les personnages principaux, les deux jeunes protagonistes, Bill et Matto, si je me rappelle bien, voilà. Donc un plus grand et l'autre plus petit, ont été castés sur place. Ils ont été recrutés. Ce sont des non-professionnels en quelque sorte, des habitants de Pine Ridge, que l'équipe du film a recrutés sur place, qui ont constitué la distribution du film. Donc ce sont vraiment des habitants. Comme je vous le disais auparavant, les deux co-scénaristes du film sont eux-mêmes issus de cette réserve. Donc voilà, il y a une volonté de faire de réalisme d'abord, d'ancrer vraiment le récit dans cette réserve, de nourrir tout le drame qui est raconté, de ce décor, de quoi il est constitué, des conditions de vie des habitants, etc. Donc un regard ethnographique. Mais qui ne se cantonne pas à une simple, description documentaire ou observation, ou même ces scénarios souvent mis en œuvre qui dénonceraient des conditions de vie, qui viseraient à nous montrer comme ça une sorte de piège social, etc. On n'est pas tellement là-dedans. Le film construit quand même, à partir de ces personnages-là, une fiction. Et une fiction qui, sans rien cacher des conditions de vie extrêmement dégradées quand même dans lesquelles vivent ces populations, va essayer de nous raconter quelque chose de leur imaginaire, de nous emporter comme ça dans un parcours, dans un itinéraire. Ce sont deux trajectoires qui s'entrecroisent, et on va voir comment. Le parcours des deux personnages est assez beau en lui-même. Je dirais le tracé, simplement que leurs itinéraires produisent, et quelque chose, c'est presque comme deux arabesques qui se rencontrent à la fin, en quelque sorte. Rien que ça, c'est déjà une belle idée. Mais je dirais au côté brut du regard ethnographique,
parfois sinistre, parfois un peu sordide, il faut bien le dire, va s'adjoindre en permanence un aspect plus rêveur, quelque chose de plus intérieur, de plus subjectif, un souffle, et un élan comme ça qui permet au film de ne pas se cantonner au pur constat, qui serait quand même terriblement plombant pour le spectateur, il faut bien le dire, de nous planter cette misère sociale comme ça, sans rien, sans vouloir la transcender, ce serait assez terrible. Mais le film va ailleurs, il propose autre chose. Il y a un mélange comme ça qui est quand même assez étonnant et qui constitue, à mon sens, sa particularité. Je dirais que tout dans le film est ambivalent. On peut le lire à la fois sous un angle sociologique, sous un angle de conditions sociales, et puis autre chose, sous un angle symbolique, sous un angle subjectif, personnel, etc. Et cette ambivalence-là, entre le brut et le rêve, entre l'existence telle qu'elle est et l'aspiration des personnages, elle se manifeste presque dès le début du film. C'est assez intéressant la façon dont les choses se construisent, mais on a au début une sorte d'incipit, on pourrait dire une espèce de petite introduction qui est complètement détachée du reste, où on voit les premières images, c'est un vieil homme d'une tribu qui est isolé au milieu d'une plaine et qui fait une prière, qui réalise une prière, en brûlant un morceau de papier ou de paille, je ne sais plus exactement, au milieu d'une vaste plaine au crépuscule, pendant que ses chiens gambadent et que sa maison se manifeste dans la profondeur de champ. Et on a là, dès le départ, une sorte d'image presque détachée de tout le contexte qui va nous être amené par la suite, mais sur l'étendue, le paysage américain, les perspectives à perte de vue, etc. Ces grands espaces mythologiques de la mentalité américaine qui, ici, sont rendus, je dirais, aux populations d'origine et à cet homme comme ça qui représente une tradition. Il est en train de faire une prière et il y a comme ça une culture amérindienne, Lakota en l'occurrence, qui est représentée. Et puis l'image d'après, on rentre dans le vif du sujet, c'est le début du film. Qu'est-ce qu'on a? Une grosse musique hip-hop qui commence à résonner avant même qu'on ait vu la première image. Et puis on va découvrir un des deux personnages principaux, Bill, au volant de sa voiture, qui est cette petite gouape de Pine Ridge aux allures de gangster, avec sa casquette vissée sur le crâne, sa capuche, ses tatouages, etc. et qui vaque à ses occupations, cherchant certainement à faire un peu d'argent et rentrant tardivement d'une soirée qui a duré jusqu'au petit matin, visiblement. Donc là, on a vu le vieil homme faisant sa prière, puis tout à coup, on est projeté dans une espèce de truc très contemporain. La musique, les fringues, ce personnage qui est un jeune homme, de son temps, et qui rentre chez lui en voiture. Et pourtant, alors qu'il est en train de se véhiculer comme ça au volant de sa voiture avec la musique à fond, il y a d'autres personnes qu'on voit par la fenêtre qui, traversent la même rue à cheval. Donc sur deux plans, on a toujours le contemporain, puis des rappels comme ça de ce que pouvait être aussi ce mode de vie, des grands espaces, ces plaines à perte de vue. Il y a toujours une superposition d'éléments qui est une sorte d'histoire aussi, qui nous amène jusqu'à la situation d'aujourd'hui, la situation actuelle de Pine Ridge, qu'on voit, parfois horrifié, parfois... et puis où il y a toujours en superposition, en filigrane, aussi le souvenir de ce qu'étaient ces plaines, de ce qu'étaient ces espaces, et d'un passé, d'une tradition qui n'est jamais très loin. Alors elle est bien effacée parce qu'on voit dès le début du film, à travers les éléments que je vous ai dit, à quel point la culture consumériste a gagné dans cette réserve. Elle a gagné, les jeunes populations répondent aux codes de la jeunesse américaine en quelque sorte, et même sous un versant un petit peu voyou, un
un peu trafiquant, etc., sans préjuger de quoi que ce soit, mais il y a ce côté-là, cette culture consumériste, ces vêtements, cette musique. Il y a même un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez cette scène, elle est assez belle. Bill fait des voyages pour la petite amie du propriétaire terrien qui habite juste à côté. Enfin, il conduit les jeunes filles indiennes avec qui sort ce propriétaire terrien. Dans le dos de sa femme, et elle fait un malaise et il la ramène chez ses parents, et le grand-père, le père ou le grand-père, je ne sais pas exactement, fait une prière et il demande il demande à Bill, qui est là en train d'assister à la scène, si il veut qu'on lui fasse une prière à lui aussi, et il dit mais je ne parle pas le Lakota. Il parle plus la langue, hein, il connaît plus la langue de sa tribu en quelque sorte. Donc il y a comme ça une espèce de perte de quelque chose, hein, chez les jeunes générations, de perte culturelle, puisque c'est une autre culture majoritaire, dominante, qui a gagné, qui est là et qu'on voit régner un peu partout. Le film ne la traite pas comme quelque chose de négatif, il montre simplement que ce sont les codes que les jeunes gens de la réserve ont adoptés. Et alors le film avance. Bon, ce qu'on voit de la réserve, c'est simplement, c'est un constat qu'on trouve dans tous les articles au sujet de Pine Ridge et d'autres réserves américaines, qui sont quand même des endroits particulièrement abandonnés. Issu comme ça d'une histoire complexe où au début du XXe siècle, après la conquête de l'Ouest, l'État américain a été à un moment obligé de reconnaître le génocide indien et d'accorder des parcelles du territoire aux Amérindiens, aux autochtones, mais c'était une opération à double tranchant, puisque ces territoires, petit à petit, ont été délaissés par l'État, les institutions publiques. Il y a très peu les statistiques sont effarantes, puisqu'il y a à peu près 80% en moins de fonctionnaires qui interviennent sur ces territoires. Enfin, il y a vraiment une sorte d'abandon total, avec des mots endémiques comme le chômage, hein, qui est on le constate dans le film aussi. Il y a un chômage massif. Et donc, avec ça, il n'y a pas d'économie véritable. Et il y a forcément une économie parallèle qui se met en place. Et on voit que toutes les familles vivent plus ou moins du trafic. Alors, trafic de drogue, c'est le plus évident. Les familles sont elles-mêmes aussi victimes de la toxicomanie, l'alcoolisme, etc. C'est tous les maux comme ça qui sortent d'une seule et même situation. Et puis alors trafic, troc, espèce d'économie parallèle comme ça qui se met en place. Et tout le début du film, ça fonctionne d'ailleurs très bien, est à hauteur de trafic. Il se place au niveau de tous les échanges, hein, qui peuvent se passer entre les personnages. Bill a besoin d'argent pour la caution de sa petite amie qui est en prison, alors que sa grand-mère a son propre fils sur les bras. Il faut de l'argent, il veut en même temps se lancer dans l'élevage de caniches, il y a besoin d'argent, on essaye de vendre des objets, on obtient un petit peu de ci, on veut vendre sa voiture, sa console de jeu, etc. Voilà, tout le début est à hauteur d'échanges, de trafic, de transactions. Voilà, ça va être le récit des transactions un petit peu, par quoi la réserve, comme ça, installe une sorte d'économie parallèle et survit en quelque sorte, hein, à quoi... comment on voit comme ça tous ces jeunes gens, alors des enfants jusqu'aux vingtenaires en quelque sorte, essayer de simplement de survivre, de s'en sortir. Et en se maintenant là, ils trouvent une espèce de dynamique et une façon d'accompagner dans leur parcours. On a dit que le parcours était aussi une des dimensions intéressantes de ce film, puisque
Il s'agit vraiment de suivre des personnages dans leur tribulation, dans leur mésaventure en quelque sorte. Et il y aura aussi le petit Mato, donc le petit garçon qui est avec sa bande de copains et qui lui aussi se lance dans le trafic de drogue. Qu'il pique, qu'il dérobe à son père, et qui va petit à petit comme ça le jeter sur la route en quelque sorte. Il va être viré de chez lui, puis il sera plusieurs fois renvoyé des endroits qu'il va habiter jusqu'à errer de maison en maison comme une sorte d'enfant perdu. Il y a d'ailleurs une sorte, on pourrait dire que presque une des influences cachées, ou je dirais un des rapports assez forts mythologiques du film, ce serait presque le conte de Peter Pan. C'est presque un remake adulte, brutal et un peu sauvage de Peter Pan, hein, si on veut, avec ces troupes d'enfants perdus comme ça qui vivent quasiment dans le pays imaginaire du trafic de drogue et qui voilà se déploient, livrés à eux-mêmes. Il y a un imaginaire comme ça qui caresse aussi Peter Pan. Et on sait à quel point ça a pu être un récit assez important aussi dans le cinéma américain. Donc il y a ce dessin-là et deux personnages comme ça qui se répondent, qui ne se connaissent pas, qui se tournent autour comme ça et qui sont réunis par rien. En fait, ils n'ont aucun rapport, si ce n'est d'habiter le même lieu. Ils habitent le même lieu, ils habitent le même espace, ils se tournent autour, mais l'un renvoie à l'autre de bien des façons, parce que, comme je le disais au début, ils se maintiennent de part et d'autre d'une adolescence qui est comme subtilisée, une transition qu'on ne verra pas, qui n'existe pas en quelque sorte. Le grand trou noir et le point aveugle du film, c'est l'adolescence, c'est-à-dire ce passage, cette initiation, ce moment où on va lentement comme ça sortir de l'enfance pour atteindre pas à pas l'âge adulte. Ben ça c'est le gros point aveugle, c'est ce qui n'existe pas. Il y a l'avant et l'après, Mato le jeune garçon et puis Bill le père, le très jeune père, même pas de famille, puisque les deux enfants s'échangent comme ça d'une mère à l'autre, oui, parce qu'il est père aussi de deux mères différentes. Enfin, ces deux enfants sont de deux mères différentes. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que chacun représente un âge de part et d'autre de l'adolescence, et que les parcours se répondent. Hein, ils ont tous les deux leur bande de copains. C'est pas exactement les mêmes, mais voilà, les parcours se répondent, ça se reflète, il y a des rapports qui se passent de l'un à l'autre, et surtout leur tribulation dessine la carte du territoire, dessine comme ça, il nous trimballe, il nous promène, il nous emmène dans les détours de cette réserve, et c'est à travers eux qu'on va découvrir les différents lieux. Et il y a une grande galerie de personnages autour d'eux. Les personnages sont assez nombreux, hein. On en voit beaucoup. Il y a les grands-mères, les aïeuls, les petites amies, les enfants, etc. Il y a vraiment, on a quand même une vaste galerie de personnages. Et puis ces deux personnages principaux qui vont chacun nous raconter quelque chose. C'est assez, et c'est souvent nous raconter comment la place du père laissée généralement vacante, c'est quand même une grande béance dans le tableau que nous dresse le film. C'est la place du père qui n'est quasiment pas occupée. Et comment les deux personnages vont négocier avec ça. L'un en caressant, alors je parle de Bill, en caressant un rêve d'élévation sociale, en trouvant un travail, ce qu'on devine être quand même vraiment la denrée rare, hein, parce que c'est le truc que personne n'a. Et voilà, obtenir un travail dans le ranch voisin, c'est vraiment la promesse qu'une vie peut enfin commencer pour lui. Avec celui de se lancer dans l'élevage de caniches, il y a un désir presque de normalisation, d'élévation sociale, trouver un travail, gagner de l'argent, élever des chiots, et puis peut-être, pourquoi pas ses enfants, hein, sur lesquels il va
voilà, qui va petit à petit prendre de plus en plus sous son aile, etc. Et on va voir que ce rêve-là est une forme d'illusion qui va se briser très vite à un moment ou à un autre, tout simplement parce que le propriétaire terrien, qui est un blanc, et voilà, c'est un blanc, fait pas partie des populations autochtones, a aussi, je dirais, ne joue pas franc jeu, est un grand bourgeois qui protège avant tout ses intérêts et qui n'est pas là pour sauver un jeune de la misère, pas du tout, hein. Il est plutôt là pour l'exploiter, si on veut bien. C'est précisément ce qu'il va faire et ce qui va se manifester à plusieurs reprises dans leur rapport, même si Bill croit à un moment qu'il va pouvoir intégrer comme ça un monde qu'il découvre, pourquoi pas siroter du vin, etc. Une espèce de monde de luxe et de bon goût qui lui est totalement étranger et qui le lui restera. Même si on fait mine à un moment de l'y accueillir, eh bien tout cela la barrière va vite retomber, et même avec des relents de racisme. C'est ça aussi qui se joue un petit peu dans cette sortie, ce rêve de sortie de la réserve, hein, pour aller comme ça, pour mettre un pied chez les Blancs, un pied chez ce propriétaire. Bon, à la fin, au moment où il va lui réclamer son salaire, qu'est-ce que lui dit je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, ça m'échappe, mais voilà, le propriétaire lui dit t'as qu'à faire une danse de la pluie. Hein, voilà, ça c'est un peu raciste, oui. Il me semble qu'à la soirée d'Halloween, ouais, il y a un des convives qui est déguisé en indien. Il y a un des convives qui est déguisé en indien folklorique, quoi. C'est-à-dire en cliché d'indien, qui est vraiment... C'est leur monstre. Voilà, c'est ça, c'est ça exact, parce que c'est Halloween, ouais, bien sûr. Donc voilà, il y a tout ce truc qui se dessine. C'est très intéressant, hein. Il y a énormément d'éléments. Donc voilà, pour Bill, il s'agit presque de réinvestir la position, une position paternelle qui lui semblait complètement impossible parce que il était père alors qu'il était toujours enfant, en quelque sorte. Et comme on voit que parmi les personnages qui nous sont montrés, les gens ont des enfants très tôt, en fait. Ils ont des enfants très tôt, ils deviennent parents très tôt, et il y a presque pas de différence entre les enfants et les parents, enfin de différence d'âge, elle est très réduite finalement. Donc c'est pour ça que la fonction parentale n'est pas évidente, parce que entre les enfants et les parents, il n'y a pas une énorme différence d'âge. Et donc Bill va peut-être entrevoir comme ça une position, une fonction paternelle possible, une forme de prise de responsabilité, mais qui est une sorte de rêve illusoire. Quant à Mato, c'est autre chose. C'est très intéressant aussi, c'est la trahison du père qui va l'éjecter sur les routes, sur les sentiers en quelque sorte. Mais la trahison du père parce qu'il vole sa drogue en quelque sorte, hein, pour jouer aux trafiquants au début. Et encore une fois, ça fait partie de ce registre très ambivalent du film. C'est une des plus belles ambivalences, je trouve, parce qu'elle est assez poignante. Le fait que on joue au trafic au début. C'est juste une bande de gosses qui s'amusent à jouer au trafic parce que c'est ce qu'ils voient autour d'eux, c'est ce que les adultes font en quelque sorte. Mais les deux réalisatrices n'oublient jamais, dans ces scènes parfois très dures de trafic, de négociations, qui sont aussi même par moments plutôt comiques, hein, quand les gamins alpaguent un type qui tire son âne comme ça au milieu d'une plaine pour essayer de lui vendre quelque chose, mais ils sont pas très forts en négociation, donc le prix chute drastiquement. C'est assez rigolo. Mais surtout, les deux réalisatrices n'arrêtent pas de nous mettre les fétiches de l'enfance, hein. Cette enfance qui est encore une fois très en balance, parce que contrairement au personnage de Bill, on a un peu le schéma inverse. C'est un enfant qui veut être adulte trop tôt, qui veut faire comme les adultes, qui joue à être un adulte et donc à trafiquer, quoi, tout simplement à dealer de la drogue. Mais au début comme un jeu, et puis ça devient plus du tout un jeu, ça devient une sorte d'errance, quoi, d'errance sans but et d'orphelinat, même, enfin de conditions orphelines, quoi, qui se manifestent très vite, hein, notamment par la mort du père, ce père trahi dont on n'aura pas obtenu le pardon,
Hein, il essaye à un moment de lui écrire une carte d'excuses, etc. Et puis il y a la très belle scène de l'enterrement du père avec le cortège de voitures au milieu d'une plaine. Encore une fois, on retrouve les grands espaces, ces crépuscules que le film aime beaucoup. Je disais qu'il était assez inspiré de Terrence Malick, qui est une espèce de figure tutélaire pour tout le cinéma indépendant américain. Mais il y a le goût de l'heure magique, comme ça, du crépuscule un peu chancelant, des lumières fragiles, etc. Ça, c'est aussi assez beau dans le film. Mais voilà le personnage de Matteau qui ne se remettra jamais d'avoir trahi son père, en quelque sorte, et d'avoir voulu trop vite échapper comme ça au foyer, quoi, en quelque sorte, qui aura le plus grand mal du monde à en retrouver un. Et et il y a aussi ce moment assez saisissant dans son parcours, qui est la petite communauté d'enfants qu'il va intégrer à un moment, avec cette dame qui les recueille tous chez elle, mais qui les met à profit pour aller vendre pour trafiquer de la drogue à l'école. Enfin, et voilà, alors ça c'est une formidable ambivalence, parce que il y a à la fois un refuge, une vraie solidarité, quelque chose voilà, une dame qui accueille des enfants, c'est la maison du bonheur en quelque sorte, mais ça se renverse, tout se renverse dans le film, hein. Voilà, c'est encore une fois la construction à 2 étages du film qui est frappante, parce que oui, c'est terrible, les enfants sont totalement instrumentalisés pour aller trafiquer, quoi. Donc ça, voilà, donc ça fonctionne, le film fonctionne vraiment là-dessus. Voilà, encore une fois, alors les 2 personnages se croisent au début, quand Bill est un peu sidéré en traînant son caniche au début du film pour aller le rendre. Il s'arrête au milieu de la route, il y a une vision d'un énorme bison comme ça, qui reviendra d'ailleurs plus tard. Et puis là, les personnages se croisent, hein, les gamins sortent d'un fourré et tout, ils traversent la route. C'est le premier moment où ils se croisent, et la première bifurcation du film qui va passer d'un personnage à l'autre. Et ensuite, toute la construction, c'est ce qu'on appelle un montage alterné ou un montage parallèle. Figure antédiluvienne du cinéma américain, c'est même par là qu'a commencé le premier récit classique. Les films de Griffith ont inventé, de David Wark Griffith, qui a été un des grands pionniers du cinéma américain. Ils ont inventé le montage parallèle. Et là, on a un parallélisme, en effet, entre ces 2 personnages, une fine broderie qui consiste à collectionner les moments, passer de l'un à l'autre, trouver les transitions d'un parcours à l'autre, les rimes, les échos qui vont pouvoir circuler comme ça, et il y en a plein. Et c'est une très belle construction comme ça, je dirais presque torsadée, hein, comme certaines colonnes dans les palais baroques. On a une forme torsadée comme ça qui nous amène vers le moment final de leur rencontre, le moment où ils vont finalement se rencontrer, qui est, comment on appelle ça, oui, l'horizon du film en quelque sorte. C'est un moment assez beau où là va se dessiner quelque chose très fugacement, très momentanément, d'une relation père-fils. Alors, qui appartient juste à un petit moment comme ça, mais où Bill va préparer le petit déjeuner du gamin qui est complètement affamé parce qu'il a passé la nuit dehors, etc. C'est intéressant aussi de voir que juste avant cette petite parenthèse qui est très belle, les 2 personnages seront arrivés au bout d'un parcours assez catastrophique ou très décevant, où sortent tous les 2 d'une nuit d'Halloween où il y a eu un accident de voiture d'un côté, une bagarre avec le chien tué de l'autre et des intimidations assez sévères, et tous les 2 vont, alors qu'ils semblaient des produits un peu malgré eux de la culture de consommation, comme on l'a dit, tous les 2 vont produire un geste rituel un peu inattendu, en bout de course comme ça. C'est-à-dire le premier, Matteau fait un feu et brûle le sac d'argent volé en maintenant une plume d'oiseau devant le feu. Geste un peu mystérieux. Je serais bien normal je connais pas du tout les rituels Lakota, hein, donc c'est pas moi qui vais vous donner la signification, mais on voit bien que c'est un geste rituel, chose qu'on n'avait pas aperçue chez le personnage auparavant, hein, et qu'à ce moment-là intervient quand même un besoin de spiritualité. Et même brûler l'argent, symboliquement, c'est le refus
le refus de la matérialité aussi, en quelque sorte. Hein. Et puis, au réveil, Bill, il se réveille comme ça de cette nuit cauchemardesque d'Halloween. Et puis il brûle quelque chose. C'est pas exactement une prière, mais c'est aussi un geste, geste un peu suspendu. Voilà, c'est marrant aussi de voir un petit peu ça, comment les personnages en arrivent à un moment à produire un geste désintéressé. Geste désintéressé qui se poursuit aussi dans le fameux petit déjeuner où l'un accepte d'aider l'autre. Mais voilà, on a cette forme-là. Et puis, on parlait d'un film qui arrive de manière assez habile à allier comme ça, un regard ethnographique à la part intérieure, rêveuse des personnages, à des échappées comme ça, esthétiquement assez belles, hein, avec ce cadre panoramique qui rappelle, encore une fois, le grand cinéma américain des grands espaces. Mais il y a aussi un virage carnavalesque un petit peu de tout ça. Hein, c'est-à-dire que dans ce contexte social très dur, très délabré, où on est bien des fois effaré quand même devant des enfants qui fument, qui boivent de l'alcool, devant cette espèce de foyers complètement éclatés. On a l'impression que les enfants ont plus de parents et circulent n'importe où il n'y a plus tellement de structure en fait. Hein. Il y a quelque chose de et puis la drogue, hein, la toxicomanie, etc. C'est parfois effarant et effrayant. Et justement, le film va sublimer là aussi cette espèce de constat social terrible, face à quoi il ne nous laissera pas quoi et béat, et en disant spectateur, c'est bon, tu as vu toute la misère du monde, donc rentre chez toi. Non, le film va prendre lui aussi un tour carnavalesque. C'est la fameuse nuit d'Halloween où il va faire naître des images de tout ça. C'est-à-dire les maquillages, par exemple, les maquillages des trois garçons indiens qui viennent servir lors de la soirée. Oui, en effet, on en parlait, tout le monde est déguisé de manière un peu folklorique, mais eux, c'est autre chose. Ça rappelle d'autres images, les peintures de guerre. Le film s'appelle War Pony. Il y a le terme de guerre aussi qui est inclus dès le départ. Ça crée une image presque hallucinée, ces visages peinturlurés dans la nuit, comme ça, ces silhouettes qui surgissent presque comme des fantômes d'une autre histoire qui aurait été détruite. Et puis, c'est les gamins aussi, la bande de mathos qui vont cambrioler avec leurs masques horribles, comme des petits trolls, comme ça, eux aussi lâchés dans la nuit. Et il y a comme ça, alors, c'est pas du tout c'est un virage fantastique, hein, je vais pas jusque là, mais on a quand même dans cette nuit d'Halloween qui est un moment particulier qui est un peu une sorte de carnaval aussi, hein, par rapport à ce qu'on aurait chez nous, un moment où tout s'inverse, où les valeurs s'inversent, où les signes pullulent de partout. Eh bien on a voilà cette défiguration des personnages qui rappelle quelque chose de rituel et même peut-être de guerrier. Et un dernier point, et j'arrête parce que je ne veux pas vous assommer puis on va discuter un petit peu, mais dernier point qui me semble aussi très important, très intéressant dans le film, je dirais, c'est la présence animale. Les animaux qui instillent une touche de surréalisme. Hein, il y a à la fois les regards animaux et les surgissements animaux. On a parlé du bison, mais il y a toute l'intrigue autour du caniche, mais il y a aussi les araignées qui se faufilent dessous les lits. Il y a le daim ou la biche qui est percutée par la voiture, et il y a les dindes qui sont volées à la fin et qui se retrouvent en liberté dans le village. Et il y a comme ça on discute tout de suite, mais ils ont presque une valeur totémique. Hein. À la fois, c'est un petit grain de surréalisme comme ça qui arrive dans le film, et puis il y a l'idée que voilà, ce bison, de qui est-il le totem? L'idée du totem aussi, ça rejoint un peu la culture amérindienne, etc. Et le film fait très attention à ça. Voilà, j'étais très long, pardon, je vous en prie. Non, c'était vraiment très intéressant, au contraire. Non, je voulais juste interrompre un moment, parce que moi aussi je suis frappée par l'omniprésence du bestiaire, évidemment. Ouais. On n'y échappe pas. L'idée que, en fait, le monde animal, le règne animal est valorisé et d'une extrême humanité, au fond, comme vous l'avez dit, le
regard, alors qu'il y a une sorte d'animalité bestiale chez l'homme, l'alcoolisme, la drogue, toutes ces beuveries teintées d'un érotisme assez sordide. Et ça me rappelle la phrase de Derrida, qui dit que justement le propre de l'animal, c'est de ne jamais être bestial. Donc je crois que vraiment, effectivement, moi j'aurais beaucoup insisté sur la présence du bestiaire. Et j'allais vous interrompre au moment où vous avez parlé des araignées, parce que moi je crois que c'est la même. Ah oui. Il me semble que c'est important justement parce que les animaux, en fait, ont une présence, ont une fonction unique, en fait. C'est pas les bisons, il apparaît 2 fois aussi. Mais en fait, il apparaît en ouverture du film et en clôture du film, une fois avec le premier personnage qui est Bill, dont on peut penser qu'il est un petit peu évocateur de Buffalo Bill. Le bison, alors ce sera le mythe inversé du cow-boy qui là est dans un milieu amérindien, ironique bien sûr, enfin d'une ironie un peu souriante quand même, pas là, qui n'est pas d'une ironie cruelle. Et à la fin, donc, en guise de clôture, ressurgit, comme vous dites, c'est un surgissement, ressurgit cette vision du bison dont on a du mal à savoir si elle est réelle ou... Là, on est dans le flou le plus total et ça participe du genre, de l'aspect fantastique du film qui intervient par moments, effectivement. Mais... Effectivement, moi je crois que chaque année, enfin, bon, on a les dindons, mais enfin il y a le dindon qui a été tué. L'araignée, pour moi, est une araignée, la même qui revient et qu'on laisse s'enfuir, qu'on n'écrase pas, justement. Parce qu'il y a une sorte de regard hésitant du protagoniste que moi j'ai interprété comme qu'est-ce qu'on fait, on la laisse filer, un peu par négligence, enfin le mobile est pas très clair, un peu par négligence ou peut-être par compassion ou par une sorte de ras-le-bol de toute cette violence. Là il y a une ambiguïté et c'est des petits moments comme ça, des détails qui semblent insignifiants mais qui prennent qui revêtent une valeur symbolique très 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 forte, je crois. Voilà. Et puis la dernière chose que j'aurais voulu dire à un moment quand vous parliez, c'était vraiment très intéressant, c'est les suçons en fait. C'est-à-dire que c'est par excellence l'ambivalence. Moi, ce qui me frappe, c'est l'ambivalence de ce geste qui est un geste d'amour. C'est l'amour vache. si je puis dire, et en même temps qui apparaît comme une blessure. Au fond, il est couvert c'est le stigmate, un peu les stigmates d'un érotisme sordide qui peut pas, en fait, c'est l'amour et ça n'en est pas, et voilà, c'est dangereux, c'est pas facteur d'harmonie, enfin c'est pas, il en résulte pas quelque chose de beau et d'harmonieux, voilà. Mais c'est tout le film est là-dedans. Moi je crois beaucoup à cette lecture de l'ambivalence, parce que chaque scène est réversible, peut-être revue comme ça. On s'arrête jamais au constat sordide. C'est ce qui est beau dans le film, je trouve, justement. C'est que c'est une façon de ne pas acculer le spectateur à une accumulation de choses terribles qu'on lui mettrait dans le visage. C'est une façon de fictionnaliser, d'ouvrir, d'aller plus loin. Voilà, moi, qui me semble très très porteuse. Et sur les animaux, oui, alors ça, c'est vraiment passionnant aussi dans le film, cette présence animale qui est pas... Voilà, dont on voit bien qu'elle participe, elle aussi, d'une dimension plus rêveuse aussi, des choses, parce que l'animal interrompt souvent les parcours des personnages. C'est pas un obstacle, mais c'est une parenthèse lui aussi. Il suspend quelques instants quelque chose, et souvent il intervient comme ça. Et on peut pas, enfin, quand on voit le bison, bon, alors, et bien sûr toute la symbolique qui s'attache à l'animal. Qui est riche en Amérique, c'est quand même un animal emblématique des plaines du Midwest, etc. Le bison est comme ça. J'ai toujours l'impression, enfin j'ai vu le film à peu près 3 fois, je crois, et on dirait que c'est le souvenir de quelque chose aussi. Ce bison, c'est le souvenir de quelque chose. Les personnages sont
pris dans un habitus contemporain, dans une forme de vie très contemporaine, et puis ils surprennent, où ils ont une vision de cet animal qui est le souvenir peut-être d'un mode de vie qui a disparu, d'un rapport au territoire qui a disparu. Je crois qu'il y a un peu de ça aussi. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Enfin, je pense que c'est vraiment ça, quoi. Il y a un côté l'Amérique sauvage d'avant finalement l'arrivée des colons, etc. Mais moi, j'aurais voulu en fait reparler brièvement d'un épisode que tu as évoqué, mais c'est celui en fait où il ramène tous ses copains en fait pour dévaliser le ranch et piller la maison. Enfin bref. Et au début, on se dit bon ils se vengent, ils vont peut-être revendre tout ça, etc. Mais en fait, ce qui est génial, enfin moi ce que je trouve très beau en fait, c'est que on s'aperçoit le matin qu'ils ont balancé tout ça en fait dans la réserve, devant les maisons, dans les rues, etc. Ils ont libéré les dindes. Enfin bref. Donc en fait c'est un geste complètement gratuit et que moi je rattache en fait au fait que le petit Mato brûle le sac d'argent. Ce qui en soi peut-être il y a peut-être un rituel, quelque chose que je connais pas, mais moi je l'ai plus vu comme une manière de littéralement de brûler l'argent en fait, parce que il y a quand même dans le film, moi je l'ai vécu comme ça en fait, tout ce rapport à la drogue, l'alcool, etc., cette toxicomanie en fait, il y a un côté un peu cauchemar terminal de la consommation. Enfin, c'est un peu cette vie en fait d'addiction, c'est un peu comme un stade terminal de la société de consommation en fait, le côté. Ouais. Et donc et en même temps, pour en sortir, on a l'impression que le personnage de Bill en fait maîtrise pas effectivement les codes, et cette histoire de caniche, enfin moi je suis pas spécialiste des chiens, mais j'ai l'impression que son chien vaut pas grand chose en fait, et personne veut l'acheter, etc. Donc en fait il a pas les codes, il a pas compris, et en fait il comprend pas la valeur en fait marchande réelle pour devenir un vrai capitaliste, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Et donc pour moi ce que je voulais dire, c'est que cette fin, elle a un côté, alors on pourrait rentrer dans un vocabulaire effectivement capitaliste, anarchiste, etc. Mais surtout c'est la gratuité en fait du geste que je trouve très belle, et avec la neige qui arrive et tout ça. Enfin il y a quelque chose il retrouve quelque chose de peut-être de l'Amérique d'avant en fait, avant l'arrivée de tout ça. Je sais pas. Ouais, mais si, je pense qu'il y a quelque chose d'un don à la communauté, quoi. Je veux dire, les dindes piquées à l'usine du ranch voisin qui appartenait à un propriétaire qui est visiblement très sur ses sous, qui est un peu un escroc, quoi. Enfin en tout cas qui escroque Bill, qui l'exploite. Il s'agit de récupérer ces dindes et puis de les lâcher dans la communauté. C'est presque un geste esthétique, quoi. C'est-à-dire, au matin, tout le monde se réveille et le décor a changé. Et d'ailleurs, il a tellement changé qu'il est recouvert de neige, etc. C'est presque Noël, quoi. Il y a un truc. Et c'est beau parce que le film se termine, on s'y attendait pas tellement, mais je parlais de Peter Pan tout à l'heure, c'est pas anodin, mais il y a presque une fin de conte, là. On termine sur le conte. Et c'est pas, on pourrait dire, je sais que le film a été assez attaqué, il a eu beaucoup de mal à sortir aux États-Unis, ça a pris du temps, etc. Parce qu'on l'a accusé de faire un peu du tourisme, comme ça dans la réserve indienne, et de se servir de la situation comme ça pour dessiner une sorte de conte. Mais moi je le vois pas comme une exploitation de la situation, etc. Au contraire, le conte permet d'échapper un peu, enfin d'aller plus loin que le simple constat, comme on disait tout à l'heure. Et puis sur la drogue qui est omniprésente, ce qui est fou, moi ce que je trouve incroyable, et ce qu'on comprend très bien dans le film, c'est que c'est la seule valeur d'échange en fait. Les gens n'ont pas d'argent, ils sont au chômage, il n'y a pas de travail. Et en fait, ça remplace la monnaie.
C'est une valeur d'échange. C'est ce qui sert de lien social entre les gens, en fait. C'est ça qui est fou. Et ça montre un petit peu aussi... ça fait réfléchir sur ce que c'est qu'une réserve, parce que la réserve, elle est découpée du territoire, elle est censée être autonome, mais c'est évidemment une aberration de ce qu'a été l'histoire américaine, la présence de ces réserves. Ce sont évidemment moins des réserves, c'est-à-dire on garde, on conserve quelque chose à l'état originel. Ben non, c'est un enclos, c'est-à-dire c'est une prison, bien sûr, et c'est une forme de ségrégation aussi. Et c'est ça qui se joue dans le haut taux de mortalité de ces populations autochtones. Et ça, c'est réel aussi. Évidemment, la drogue, le crime, le trafic, etc. Tout ça, ça aide pas. L'alcoolisme aussi, qui est tout ça pousse le taux de mortalité. Mais qu'est-ce que c'est c'est presque le génocide qui continue, mais à bas bruit, dans les règles de la société de consommation. Mais c'est un étouffoir. Il y a ça aussi. Je pense que c'est... alors évidemment, ça n'est pas formalisé par le film, c'est pas explicite dans War Pony, mais on le sent quand même, et c'est assez important. Enfin, c'est une dimension du film qui me semble vraiment importante. Mais comme tu disais, Mathieu, c'est qu'il n'y a pas de présence de l'État. Non, je crois que j'avais vu les chiffres il n'y a pas longtemps. C'est qu'il y a 80% de présence policière en moins que sur le reste du territoire, de personnel qui est affecté simplement à ces lieux. Je pense qu'il y a un agent de police pour 200 ou 300 personnes. Enfin, voilà, ce sont des taux très bas. J'ai pas les chiffres exacts, donc je peux pas vous présenter ici. Et puis de toute façon, c'est pas non plus ma spécialité. Je parlais du film et de ce qu'il évoque, etc. Mais oui, cette situation-là est dramatique. Il y a il n'y a pas qu'une seule réserve en plus aux États-Unis. Et souvent la situation sociale de ces lieux-là est pointée comme vraiment déplorable. Donc là-dessus, oui, le film le montre. Mais encore une fois, je pense pas qu'il fasse une sorte de tourisme un peu, parce que ce qui a été reproché aussi à ce film, ce qui a beaucoup retardé sa sortie aux États-Unis, c'est presque un an quasiment après la présentation à Cannes. C'est pour ça qu'il sort aussi assez tardivement en France. C'est parce que les deux réalisatrices sont blanches, elles sont pas indiennes. Et donc il y a théorisé aujourd'hui par les milieux universitaires américains, etc., le reproche d'appropriation culturelle. Et voilà comment deux réalisatrices blanches peuvent représenter ou parler de la situation des Amérindiens, ou des autochtones, ou des natifs, comme on dit, parce que même le vocable indien ou amérindien est banni aux États-Unis. Je le dis encore ici, parce que en France, on a ce panel, on peut l'utiliser. Comme les réalisatrices ne font pas partie de la communauté, il y a aujourd'hui, on pose des limites de représentation très sévères. Bon, il se trouve que les deux co-scénaristes avec lesquels elles ont travaillé viennent de Pine Ridge et sont des autochtones, des habitants même de Pine Ridge. Il se trouve que tous les acteurs du film qui ont accepté de participer et qui se retrouvent ici, qui jouent, qui participent au film, qui le construisent eux-mêmes. Un acteur, c'est pas juste un exécutant, c'est quelqu'un qui participe artistiquement au film de manière très importante et qui le construit en même temps que les autres. Et tous ces gens-là, ils ont accepté de participer, ils ne se sont pas sentis insultés parce qu'ils étaient en train de tourner. Donc voilà, c'est toujours c'est un reproche. On vise les réalisatrices parce qu'on estime que c'est le lieu de pouvoir, la réalisation, mais on en fait beaucoup et on les met comme ça, on se focalise sur elles, alors qu'il y a quand même
quand même toute une équipe, il y a quand même les populations qui ont accueilli le tournage, etc. Enfin, bon, voilà, il me semble que là-dessus... mais ça parle quand même de notre époque et de... Pour moi, en fait, ce qui me frappe avec ce film, c'est que dans le cinéma américain récent, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, et même, je dirais, dans le champ du cinéma indépendant, un film de cette tenue-là, de cette force. Et il n'est pas parfait, il y a des moments un peu fragiles, il y a des fois peut-être un petit peu d'éthique indépendant, ça arrive. Il y a une petite esthétique Sundance, comme on le disait à un moment, qui peut, voilà, qu'on a déjà vu, c'est possible, mais quand même, hein, il brasse un grand nombre de réalités. Les personnages sont vrais. Moi, il y a quand même cette densité des personnages qui fait qu'ils apparaissent tout de suite, ils sont frappants. Et puis, il y a une force des plans quand même. Force des plans, force des images, un récit très fluide, etc. Enfin voilà, pour moi, c'est un des films américains vraiment remarquables de ces dernières années. Puis d'autant plus un premier film, donc une promesse, quoi. Et voilà, le contexte idéologique, les lobbies et les moyens de pression aujourd'hui qui pèsent sur les films, même sur certains films indépendants, font que voilà, il y a des difficultés à sortir ce film-là. Voilà, donc bon, c'est... Il est sorti aux États-Unis en VOD ou au cinéma en fait? Non, il est sorti en salle dans un circuit assez limité, hein, je dirais dans le circuit arrêt-essai américain qui est moins développé que le nôtre, mais qui existe. Hein, je dirais, il y a des villes universitaires, etc. Il est sorti à New York, il est sorti à Los Angeles, mais il est sorti, je crois, fin avril, un peu avant Cannes, c'est-à-dire quasiment un an après sa présentation en festival. À cause de ça, de cette frilosité par rapport aux reproches idéologiques qu'on pourrait faire au film, qui est aussi la résultante d'un contexte communautaire aux États-Unis, hein, qui voilà, c'est aussi la coexistence des communautés, voilà, une part de militantisme aussi. Et c'est vrai que quand ça arrive à bloquer les œuvres, c'est dommage. Enfin, moi, il me semble qu'on peut tous devant le film se faire un avis, et je conçois qu'on puisse être choqué par le film ou se dire bah non, c'est pas correct de montrer la réserve comme ça, mais au moins qu'on le voit et qu'on en discute, quoi. Voilà, que ce soit qu'il y ait des impossibilités comme ça me semble aberrant. Voilà. Bon, et oui, vous voulez intervenir encore? Attendez. Oui, parce que monsieur parlait donc des différentes communautés et minorités ethniques aux États-Unis et soulignait le fait que la misère existe partout, elle n'est pas du tout seulement le fait des Indiens. Et moi justement, mais bon, les Indiens ou Amérindiens représentent une minorité, bien plus minoritaire par rapport à la communauté afro-américaine, qui représente quand même autour de 12% de la population américaine de nos jours. Les hispanistes, pareil, plus même 14 ou 15%. Donc moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est voilà, est-ce que certains de ces Amérindiens sont effectivement sortis de la réserve? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça représente par rapport à la communauté afro-américaine, dont on sait qu'à partir des années 20, en fait, certains sont sortis du ghetto. Il y a eu une sorte de retour et enfin, certains ont coupé les liens avec le ghetto, d'autres au contraire ont choisi d'aider ceux qui étaient restés dans le ghetto. Vous voyez, et là, je m'interroge justement parce que je pense que ça fait partie quand même de la démarche qu'entreprend le film, de savoir si certains sont effectivement, s'il y a une élite amérindienne. Et quels sont les rapports qu'ils entretiennent avec la réserve, justement. Eh bien ça, je suis totalement incapable de vous répondre, ça dépasse totalement ma juridiction. C'est ce que je me suis dit après, et c'est pour ça que j'ai hésité à poser la question, et donc je m'excuse, parce qu'effectivement ça sort du cadre du film, hein, ça sort du cadre assigné par le film. Ce serait très intéressant de se pencher là-dessus, en effet, c'est des questions, mais voilà, c'est des questions qui appellent le film et qui font partie, voilà, de la discussion autour de lui. Donc je suis très heureux que vous les évoquiez. Alors je suis incapable d'apporter
voilà, une réponse définitive, mais c'est vrai, on peut se demander ça. Quels sont est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à être des transfuges, à sortir de la réserve? Est-ce qu'ils le souhaitent aussi, ou est-ce que la réserve c'est vraiment leur espace naturel, etc., dédié et tout? Je sais pas, mais ça mériterait, oui, ça mériterait un spécialiste pour le coup qui serait capable de nous en parler. Bon, ben, on va tous aller faire des recherches sur Internet. Voilà, c'est ça. En tout cas, mais il y a plein de bons articles là-dessus. Hein. J'en avais trouvé 2-3, etc. sur cette situation-là. Et c'est vrai que c'est dramatique. Enfin voilà. En tout cas, on trouve. Il y a eu plein d'enquêtes dans les journaux et même sur Pine Ridge en particulier, où on peut lire. Voilà. Si on fait des recherches, on trouve. Ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Et puis on se retrouve donc en octobre, j'espère. Voilà. Très bien. Merci et bonnes vacances.